Merci d'être là. C'est un sujet qui est extrêmement important. C'est peut-être le plus important d'ailleurs du CHAM de cette année. Tu as raison. Je vois Benoît qui ricane, mais quand il sera patient, il verra ce que ça donne. Et donc on s'était dit, quand on a préparé cette table ronde, ce serait bien d'avoir un quart d'heure d'angélisme, un quart d'heure de récrimination, et puis ensuite une demi-heure de proposition. On avait juste oublié que c'était une demi-heure de table ronde, donc je vais faire l'angélisme, les récriminations, et on va pouvoir passer comme ça aux propositions. En ce qui concerne l'angélisme, c'est la démocratie en santé, c'est super. La démocratie sanitaire, c'était déjà pas mal. Et à l'heure actuelle, en fin de compte, la place du patient dans le système, c'est une place reconnue, acceptée en toutes les instances et d'une certaine manière parfaitement reconnue par l'intégralité des acteurs du soin et des décideurs du système de santé. Et en ce qui concerne les récriminations, c'est on est sur des strapontins, on ne nous écoute pas, on ne fait pas les ordres du jour dans les CRSA. Quand on se retrouve à discuter avec des ARS, c'est à peine si on peut aborder les sujets dont on veut parler. Et quant à la représentation générale de France Asso Santé, ben, elle devrait être impliquée dans un certain nombre de représentations, de comités, comme le comité par exemple économique des produits de santé, dont on pourrait éventuellement parler. Mais en tout cas, pour le moment, ces choses-là sont un peu bloquées et on n'avance pas très vite. Alors je voudrais qu'on passe maintenant, puisqu'on a fait une demi-heure de table ronde à moi tout seul, qu'on passe maintenant à quelques diapositives qui viennent de l'étude CHAM-Ipsos et qui vont montrer quelle est la perception en fin de compte des patients quand on leur dit « mais ce serait bien de pouvoir participer au conseil d'administration, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Là, les patients, à 66%, quel conseil d'administration ? Tous les conseils d'administration pour le moment. En règle générale, 66% des patients disent qu'ils sont d'accord pour participer au conseil d'administration, c'est-à-dire en gros participer à la gouvernance. Il y en a 15% qui disent non, peut-être des gilets jaunes, et puis il y en a 19% en tout cas qui ne savent pas. Donc ça montre déjà qu'il y a à peu près 20% de la population qui n'a rien compris au système de santé. Il faut dire que ce n'est pas facile. Ou au conseil d'administration. Ou au conseil d'administration. Et quand on regarde par établissement, en fin de compte, les patients à ce moment-là se disent on a une légitimité à venir dans les établissements de santé, en particulier à participer à la gouvernance des hôpitaux. On va y revenir avec Evelyne. Dans les agences, on a également une vraie légitimité à y être. Et en ce qui concerne les entreprises pharma et DM, eh ben pareil. On ne voit pas pourquoi, d'une certaine manière, on ne serait pas intégré à l'intérieur de ces entreprises et de leur destin. Voilà le panorama tel qu'il est posé. Et maintenant, j'aimerais pouvoir vous passer la parole. On va commencer par Eric pour savoir quelles sont les propositions qu'on peut faire justement pour améliorer cette gouvernance et faire en sorte que, effectivement, plutôt que d'avoir un rôle consultatif ou un rôle purement représentatif, vous ayez un véritable rôle dans la gouvernance des structures, dans la gouvernance éventuellement des entreprises, dans la gouvernance de l'accès aux soins, et que cette place soit reconnue par l'intégralité des acteurs du système de santé. Alors, on est en 2019. Je rappelle que la démocratie sanitaire existe depuis 2002, que depuis 2016, on nous réclame un peu partout, mais on est un peu tête de gondole quand même. Parce que être présent, c'est bien, mais être légitime, c'est autre chose. Et ça ne se décrète pas, et ça demande... surtout pour des personnes qui sont dans la situation qu'est la mienne, c'est-à-dire représentants des usagers dans un département sur des MSP, des réseaux de santé, des CPTS. Communauté professionnelle territoriale de santé. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai que bon. C'est un travail à temps complet. C'est-à-dire je rajoute à peu près 35 heures par semaine de bénévolat le soir, et ça demande un enrichissement par rapport aux acteurs qui sont présents autour de la table qui n'est pas évident à trouver tout de suite. Et donc ça nécessite de la formation, et ça nécessite surtout qu'on abandonne le côté candide et évangélique du RU. Si je puis dire. Représentant des usagers. Représentant des usagers, et surtout dans ces démarches de ville, où là où on est sur le soin en ambulatoire, on a tout à inventer, mais pour exister, ça nécessite un travail énorme de compréhension des mécanismes et des politiques. Voilà. Maintenant, pour le reste, je pense que si 66% des Français veulent rentrer dans des conseils d'administration d'établissements de santé,
je pense qu'ils doivent assimiler ça à des jetons de présence. Malheureusement, ce n'est pas le cas, quoi. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas notre cas. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour faire bouger les choses. Et la méthode que l'on emploie à l'heure actuelle, pour ce qui me concerne, c'est le consensus. On remet à plat tous les antagonismes des uns et des autres et on essaye de faire parler les uns et les autres en trouvant et en rappelant qu'on se bat pour la personne qui est concernée, c'est-à-dire le plus vulnérable, et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas obligatoirement les connaissances techniques nécessaires sur tel ou tel point que nous n'avons pas la capacité de jugement. Voilà. Evelyne Poupet, par rapport à ça, vous, en tant que chef d'établissement, la façon dont vous gérez les relations avec les représentants des usagers et les différentes structures qui participent à la démocratie en santé, comment vous les voyez et quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour faire en sorte d'intégrer encore plus la parole des patients à l'intérieur des décisions qui sont prises dans l'établissement? Alors effectivement, moi personnellement, en tous les cas, en tant que chef d'établissement, j'en suis bien convaincue que votre place, elle est ô combien importante. Cela dit, je ne vais pas reprendre tout ce que vous venez de dire, parce que c'est vérifié sur le terrain. On le voit au quotidien, on le voit dans les instances, effectivement, comité territorial de santé, etc. Le temps, le bénévolat. Alors, la réflexion que je me fais, tout de même, quand vous intervenez, les usagers, vous intervenez effectivement parce que c'est prévu par les textes, c'est presque une réponse à une figure imposée. Et en tous les cas, nous, où je suis, nous sommes en train de réfléchir pour les associer au-delà de ce que prévoient les textes, y compris même en amont de la formation, puisque j'ai proposé donc à la direction des instituts de formation en soins infirmiers et en aides-soignants d'intégrer dans les instances de gouvernance de ces instituts, puisqu'il y a eu de nouveaux textes, déjà d'intégrer les usagers à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, parler comment on veut, quelle est demain, comment voulons-nous être pris en soins, comment participer de façon proactive, je pense que ça commence dès l'enseignement et dès la formation de nos professionnels de santé. Donc c'est tout ce travail que nous faisons, nous, en local, en tous les cas, pour intégrer encore plus les patients, les usagers. Frédéric, on a vu les propositions faites par les patients et celles faites par les établissements. On sait qu'il y a au sein des instances représentatives des entreprises du médicament, mais je crois que pour le SNITEM, c'est la même chose, il y a des instances sur lesquelles la parole des patients est sollicitée. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on doit faire plus? Comment vous voulez faire? Je pense qu'il faut partir de ce que disait Catherine Cerizet ce matin, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour les patients, on doit travailler avec les patients. Et c'est ça le vrai changement sur lequel on doit avancer. Et je pense que le vrai sujet, il est de se dire que pour impliquer les patients, et c'est un peu l'esprit de ce que disait Eric, il ne faut pas se poser la question de se dire il ne faut pas le faire par angélisme, il faut le faire pour répondre à un besoin. Et c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, nous avons les uns et les autres un besoin clair. Notre métier d'entreprise du médicament, c'est de développer des nouveaux traitements et de s'assurer qu'ils bénéficieront aux patients de la meilleure façon. On a beaucoup parlé de qualité tout à l'heure, on a même parlé de qualité mesurée statistiquement, etc. Et donc ça, c'est notre premier enjeu. Et puis pour les patients, on sait quand on interroge les associations de patients qu'elles aussi ont des attentes à notre égard. Elles ont des attentes d'information, des attentes de formation, des attentes en matière de transparence. Elles ont des attentes également d'accompagnement et de partenariat. Elles ont des attentes en matière de fléchage de la recherche, en particulier je pense aux maladies rares. Et donc les uns et les autres avons des attentes. En ce qui concerne les entreprises du médicament, je vois les choses de deux façons. Il y a deux axes pour rentrer sur le sujet. Il y a un premier axe qui est celui du cycle de vie du médicament. Et les patients doivent être intégrés dans notre réflexion depuis le moment où nous sommes dans les preuves de concept, où nous sommes au développement très prématuré du médicament, jusqu'au moment où on va parler d'accès, jusqu'au moment où on va le mesurer, jusqu'au moment où on sera dans la vraie vie. Et puis même après, on continuera de s'intéresser à ce que devient le médicament quand il est génériqué ou biosimilarisé. Et là, on a un certain nombre d'exemples. Je prends un exemple dans l'entreprise à laquelle j'appartiens. Nous intégrons, par exemple, avec un partenariat avec la Ligue, les patients dans la rédaction des protocoles et dans la rédaction des consentements. Donc on les inclut très en amont de façon à être sûr que les documents développés soient intelligibles, qui correspondent à leurs attentes et qu'on prenne bien ces éléments en compte. De la même façon, au sein des entreprises du médicament, on a beaucoup travaillé, notamment je pense à un travail qui a été fait cette année
dans le cadre du cancer pédiatrique, dans lequel nous avons travaillé avec justement, de façon collaborative, des associations de patients, des professionnels de santé, pour d'abord identifier les besoins. Et une fois que ces besoins ont été identifiés, ces besoins, ils reposaient sur 3 choses. Ils reposaient sur la qualité du traitement, ils reposaient sur le fléchage de la recherche vers la pédiatrie, et après ça, ils reposaient également sur des questions d'accompagnement des familles. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, et alors seulement parce qu'on avait bien identifié le besoin, que nous l'avions fait de façon collaborative, que nous l'avions fait ensemble, alors à ce moment-là, et uniquement, ultimement, nous avons posé la question du financement. Et donc, par le biais de la Fondation, nous nous sommes assurés qu'un certain nombre de ces projets soient financés pour pouvoir avancer un peu plus loin. Mais je pense que le point le plus important est de bien identifier les besoins que nous avons, les uns et les autres, pour y répondre, de façon à ce que l'intégration des patients, encore une fois, ne se fasse pas pour, mais se fasse avec, et ne se fasse pas sous une façon de prétexte. Alors, une question complémentaire. Sur une collective comme le LEM, est-ce que vous êtes content, est-ce que tu es content du mode de fonctionnement et du travail participatif, par exemple, avec les associations d'usagers alors, il y a beaucoup, est-ce qu'on peut pas aller plus loin ? Oui, alors beaucoup a été fait, notamment, je pense par exemple au comité maladies rares, dont Christian Deleuze, qui est là, pourrait parler beaucoup mieux que moi, parce que ça fait longtemps qu'il mène ça avec beaucoup de passion, et qui a été déjà une plateforme d'échange, plateforme de fléchage, plateforme d'attention, et effectivement, nous avons déjà un certain nombre de ces plateformes. Maintenant, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je ne suis pas sûr que la solution serait d'inviter des patients au conseil d'administration. Je ne suis pas sûr que ça les fascinerait, mais on peut essayer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure plateforme. Et d'ailleurs, c'est une autre question de se dire quelle plateforme, quel besoin, quelle plateforme. Mais justement, nous avons lancé cette réflexion il y a exactement à la rentrée, et c'est Alexis Vendier qui porte le sujet pour se dire justement comment devons-nous intégrer les patients dans la gouvernance. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'aujourd'hui, quand on se projette sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, nous savons bien que la nature des traitements que nous développons, que nous observons sur nos paillasses aujourd'hui, va radicalement changer le parcours de soins, le parcours du médicament, le parcours de l'ensemble des acteurs de santé. Et donc, c'est important qu'on s'en préoccupe maintenant. Et donc, ce n'est pas en intégrant le patient de façon prétexte, en se disant ce serait chouette qu'il soit au conseil d'administration parce que ça ferait très bien dans un article, mais vraiment de se dire comment l'intégrer et à quels besoins voulons-nous répondre. Et donc, je suis heureux de dire qu'effectivement, cette démarche, cette réflexion, elle est en cours, elle est lancée, et je pense que d'ici la fin de l'année, on pourra être un peu plus concret sur la façon dont nous voulons intégrer les patients dans cette réflexion, parce que c'est un enjeu qui est stratégique. Éric, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, ta position, ton ressenti, et en dépassant, je voudrais dire simplement, en dépassant même les entreprises du médicament et du dispositif médical, parce que demain, déjà aujourd'hui, on a des structures comme Philips qui viennent sur le champ de la santé, qui en ont fait leur clem fondamentale. On a des structures comme AXA, on a un certain nombre d'acteurs industriels qui ont une volonté majeure à venir intégrer le système de santé et apporter des services ou des produits dans le domaine de la santé. Cette évolution-là, telle qu'elle est préfigurée par les entreprises du médicament, ça te va ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voudrais apporter quelque chose de plus ? Ça me va tout à fait. Je ne vois pas comment je pourrais être contre ce qui est proposé. Par contre, ce qui est important, effectivement, c'est quand on demande de participer, il faut que l'on ait la capacité, nous, d'avoir recueilli, identifié les besoins. Et je vais prendre un exemple très simple. On est très content, et j'en fais partie, des gens qui ont été sauvés dans le cadre de différentes pathologies, mais entre autres l'hépatite C, grâce au sofosbuvir. Je ne sais pas s'il y a un représentant du labo ici. On nous a sauvés, sauf que pour un certain nombre d'entre nous, on n'a absolument pas imaginé la partie après, la partie sociale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvés, on avait tous participé à l'approche de prise en charge sanitaire et médico-sociale, mais quand on est arrivé à l'éradication de la pathologie, les MDPH ont commencé à dire vous ne rentrez plus dans les cases, et donc des gens qui n'avaient pratiquement jamais travaillé se sont retrouvés en situation et en obligation de retrouver une activité professionnelle alors qu'ils n'étaient pas... Bon, passons. Et ça, c'est pas au défaut des entreprises. C'est pas au défaut des entreprises, mais je pense que ça devrait être discuté très en amont. Et ça, c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui
qui sont les survivants, et je me suis adapté, mais je pense toujours à tous ceux qui ne peuvent pas s'adapter, qui n'ont pas pu s'adapter, et que le système va... l'innovation et tout ce qui a été autour, le fait d'intégrer des patients dans cette réflexion, c'est bien de faire évoluer la société par rapport à ces bornes. Quand tu parles d'AXA qui est présent, excusez-moi messieurs, dames, moi les assurances, ça me fait peur, parce qu'ils n'ont pas évolué avec l'évolution de la prise en charge des pathologies chroniques. C'est pour ça que les patients sont nécessaires, entre autres, dans tous les domaines, parce qu'il y a aussi une approche à avoir au plus large que du monde sanitaire pur. C'était d'ailleurs un problème qui avait été diagnostiqué en 1996 avec l'arrivée des trithérapies par Christian Saout et Hélène Rosser à l'époque. Je me souviendrai toujours d'un colloque fondateur à la salle Pierre-Laroque au ministère de la Santé, justement pour dire « et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies une fois qu'on a ces traitements salvateurs et jusqu'où ça va nous entraîner en termes d'impacts médico-sociaux et sociaux ?» Et je crois que là, on est sur une faille du système qui sépare encore trop le sanitaire du médico-social. Du médico-social et du social. Et du social. Et de ce point de vue-là, si je peux juste ajouter un point, il y a un enjeu qui est essentiel, c'est que là, on est en train de parler du patient, mais c'est beaucoup plus le patient et son environnement qui compte. Oui, et alors, fait, oui. On a une petite expérience dans le domaine de la proximologie, ce qu'on a appelé la proximologie, qui est un terme un peu bizarre, et peu importe, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est plus le patient comme simplement un individu ou un malade. D'ailleurs, les termes sont intéressants, on parle du patient, de l'usager, du malade, c'est pas du tout la même chose. Et en l'occurrence, quand on parle du patient, on doit considérer le patient avec son écosystème et ceux qui le soutiennent. Ce que nous faisons d'ailleurs de plus en plus dans l'ensemble de nos entreprises en général. Alors une question, Evelyne, sur cette question justement de l'organisation du soin. Quelque chose qui est tout à fait passionnant qui se passe à l'heure actuelle. On est au début d'une révolution, je dirais, dans l'organisation du soin primaire avec les communautés professionnelles territoriales de santé. On a de l'autre côté des groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Comment, dans la gouvernance de ces deux structures, comment vous voyez la place du patient? Parce que demain, d'une certaine manière, quand des professionnels de santé comme Jean-Paul ou Patrick, au premier rang, ou Luc, il faut que je fasse gaffe avec la CSMF, parce que si je les sépare, autrement ça va faire un clash. Donc les trois, là, quand ils vont vouloir faire des CPTS, ils vont devoir de toute façon consulter les élus locaux, les associations de malades, la CRSA et un certain nombre d'autres structures. Comment vous voyez ce dialogue et comment vous pouvez le renforcer? Le renforcer avec la présence des patients au sein effectivement des CPTS, ça me paraît incontournable, et d'autant plus sur le territoire, sur un GHT, de toute façon le patient est au cœur du parcours, au cœur de nos préoccupations. Tout à l'heure on a parlé de la qualité, donc c'est bien avec le patient, puisqu'on ne va plus se contenter d'avoir des indicateurs uniquement au niveau local, au niveau de l'établissement, mais on va justement prendre en considération ce parcours du patient. Donc le patient est incontournable, à mon sens. Donc, et là, je pense, en tous les cas, moi, en tant que responsable d'établissement public de santé, je crois à l'amélioration, effectivement, de la prise en soin, du parcours de soins, grâce à la présence des patients qui vont... Ah, on ne m'entend pas. Grâce à la présence des patients, justement, qui vont être, ils vont être le premier vecteur de communication, bon, entre guillemets, si on peut appeler quelques dysfonctionnements ou les incidents de parcours. Donc pour moi, le patient, on a encore beaucoup de chemin à faire, effectivement, pour qu'il soit proactif de la promotion, du parcours de soins, du système de santé que nous voulons développer. Sans le patient, on ne peut pas, effectivement, comme ça a été dit, on ne peut pas être le bien penseur pour le patient. À mon sens, en tous les cas, c'est vraiment la culture qu'il faut développer. Il faut faire avec et pour le patient. Éric, demain, les associations de patients seront des promoteurs des CPTS. Ce seront des structures. Où est-ce qu'elles seront peut-être à l'origine? Ça serait plutôt à Gérard Raymond de répondre qu'à moi-même, mais si les associations sont agréées, oui, elles pourront l'être, je pense. Pour ce qui me concerne, moi je considère qu'on doit être des médiateurs. Parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est que souvent entre ces messieurs, tout ne va pas très bien. Ils ne sont pas tous d'accord. Et déjà entre professionnels, ils sont pas... Bon, voilà, on doit déjà mettre tout le monde d'accord. Et on doit en plus apporter de quoi faire évoluer, sans être contraignant, mettre en exergue quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça demande des systèmes de remontée d'informations qu'on doit mettre en place, être à l'écoute du terrain,
être à l'écoute, comme disait M. Masquelier tout à l'heure, de nos administrés, mais je ne suis pas élu, mais quand même. Et on doit être la caisse de résonance de tout ceci, sans pour autant prendre la parole à la place des professionnels, bien entendu, et le tout avec diplomatie, ce qui n'est pas obligatoirement mon cas tout le temps. Président du conseil d'administration en Essonne me dit que je suis parfois un peu véhément, mais que, bon, c'est quand même utile. Mais ça prend du temps et il faut parfois utiliser des termes et des mots pour se faire entendre. Voilà. Frédéric, pour revenir à cette organisation des soins, vous avez des nouvelles molécules, des nouvelles façons de prendre en compte des pathologies, Carticelle, la thérapie génique dans le traitement par exemple de la bêta-thalassémie, un certain nombre de choses comme ça qui changent totalement de paradigme par rapport aux médicaments et au circuit du médicament classique. Quand on regarde cette évolution, est-ce que vous allez consulter ou co-construire les parcours de santé de demain sur ces prises en charge que personne ne connaît pour le moment, qui restent un peu fantasmées quand même? Quand on parle de Carticelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent totalement ce que ça veut dire, mais ça donne des espoirs absolus. Est-ce que vous allez co-construire ces parcours avec les patients ou est-ce qu'on va avoir une démarche qui serait une démarche en parallèle? Alors c'est intéressant parce que l'exemple des Carticelle pose deux questions. Parce qu'effectivement, il y a le parcours de soins, mais finalement, ce n'est pas forcément le parcours de soins du patient qui est le plus compliqué. C'est presque plus le parcours du médicament qui nous pose des questions. Et ce n'est même pas la peine de regarder les Carticelle. Aujourd'hui, quand on parle des thérapies orales, dans le domaine du cancer par exemple, incidemment, sans qu'on le voie, nous ont posé des questions auxquelles on ne s'était jamais posé jusque-là. Je prends l'exemple de traitements contre le cancer, justement par thérapie orale, qui permettent à des patients de suivre le traitement de façon ambulatoire et donc chez eux. Alors on s'est réjoui de renvoyer les patients chez eux, on s'est réjoui de se dire, c'est plus effectivement, en termes de qualité de vie, en termes de qualité d'environnement, pour 1000 raisons, c'est beaucoup mieux que le patient soit chez lui. Néanmoins, on lui met soudainement sur les épaules une responsabilité qui est tout à fait nouvelle. Le patient qui est chez lui se retrouve, alors que ce n'était pas le cas, dans la possibilité de faire des arbitrages. Je vois ma famille demain. Est-ce que vraiment aujourd'hui je prends mon traitement et je sais que demain je ne serai pas très bien? Peut-être qu'après-demain je dois avoir tel événement. Est-ce que je le prends? Puis j'en ai marre. Et je me souviens d'un reportage que nous avions fait l'année dernière et qui s'appelle Une vie sous ordonnance, qui existe sur YouTube, que je vous invite tous à regarder parce que c'est vraiment très frappant. Et l'un des patients traités dans le domaine du cancer avait cette phrase en disant « Mais finalement, à qui appartient ma vie ?» Et ça m'avait énormément frappé parce que l'enjeu est là. À partir du moment où on responsabilise le patient, il faut aller jusqu'au bout. Et donc il faut s'assurer que le patient soit à même de prendre totalement la responsabilité de son traitement, qu'il soit informé, qu'il soit suivi. On a parlé d'AI toute la journée, d'intelligence artificielle toute la journée, formidable. Mais on ne peut pas se contenter de le renvoyer chez lui en se disant alors à partir de maintenant c'est formidable, parce que vous serez chez vous quand même, vous serez beaucoup mieux. Donc effectivement ce raisonnement, il existe, il n'est pas nouveau, et c'est aussi pour ça qu'encore une fois je reviens à notre métier de base. Notre métier c'est de développer et de s'assurer que le traitement est suivi dans les meilleures conditions pour qu'il donne toute son efficacité. Donc oui, c'est pour ça que tout au long du cycle de vie du médicament et de son développement, nous intégrons les patients dans cette réflexion. J'ai un autre thème de question à vous poser. On est sur des évaluations de qualité. La Haute Autorité de Santé a reconnu que la qualité de vie des patients était quelque chose qui devait être au cœur de l'évaluation. Sur les critères d'évaluation des produits de santé, mais pas simplement des produits de santé, des actes, des prestations et des établissements, par exemple. Comment le patient peut-il véritablement impacter cette évaluation du système à tous ces niveaux? Alors, je ne parle pas simplement de la Haute Autorité de Santé. Il y a beaucoup d'autres structures sur lesquelles cette évaluation peut être faite, dans les fonctionnements d'agences, dans les fonctionnements administratifs, dans des fonctionnements d'hôpitaux, dans des fonctionnements professionnels, dans les relations entre professionnels et patients. Qu'est-ce que vous auriez comme proposition à faire justement pour améliorer cette évaluation et faire en sorte qu'on puisse avancer sur des choses qui sont concrètes?
je veux bien commencer à répondre, oui. Alors, nous, en tous les cas, en ce qui nous concerne, on intègre les patients dans les groupes d'évaluation quand il y a effectivement, bon, on n'attend pas non plus les évaluations qui nous sont imposées, c'est régulier. Et si on a des CREX aussi à faire, hein, des comités de retour et d'expérience, ou des revues morbidité, on associe, on intègre des représentants des patients, des usagers. Donc, on essaie d'intégrer, au-delà de ce qui est prévu dans les textes, on essaie d'intégrer au maximum les représentants des usagers. Donc effectivement, aujourd'hui, le périmètre, c'est à travers la commission des usagers de l'établissement, la CDU, mais nous les sollicitons régulièrement pour participer au groupe interne d'évaluation. Eric ? J'ai trois, même pas. Je vais avoir deux exemples. Et 3 minutes. Oui, là, même pas. Très bien passer la parole à vaccination contre la grippe. L'année dernière, 68% des populations vulnérables vaccinées, actuellement, et évaluation sur les personnels soignants, 33%. Ce sont des vecteurs possibles de transmission d'un problème en établissement. On a beau tirer la sonnette d'alarme, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'on va, au niveau du conseil d'administration et au niveau des CDU, des comités des usagers, voilà, comité des usagers, rendre des rapports qui vont être envoyés systématiquement à la Haute Autorité de Santé, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on passe au côté pratique des choses. On ne peut pas nous demander d'être responsabilisés et en même temps de ne pas être responsable en face. Ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple qui est extrêmement intéressant, j'ai été hospitalisé il y a 2 semaines, j'ai reçu tout un petit matériel pour être opéré en HDJ, et j'ai eu la chance, c'est moi, et j'ai eu la chance de découvrir la proposition pour rendre ma dignité en tant que patient sous un brancard. Vous savez, la petite blouse bleue, voilà. Et alors surtout, maintenant, ils nous sortent excusez-moi l'expression, un caleçon en forme de filet. Je me demande quel est l'usager qui a validé ce type de démarche. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est voilà. Donc à un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais où sommes-nous? Là, en l'occurrence, c'est pas possible, on n'était pas là. Parce que le truc en forme de filet de poisson, c'était... Donc moi j'ai refusé de le mettre, par exemple. Bon, ça a posé des problèmes, mais voilà. La réalité, c'est que notre dignité n'est pas respectée parfois. Comment fait-on pour la faire remonter? Si on n'a pas une grande gueule, on n'y arrive pas. D'accord. Sur l'évaluation des produits de santé, Frédéric, en 1 minute. Oui. Alors c'est intéressant parce que je trouve que, d'une certaine façon, les administrations ont anticipé cette démarche. Que ce soit la HAS, que ce soit la NSM, que ce soit la CESP, etc. Bien sûr, le comité de transparence ont déjà intégré les patients dans leur réflexion. Et depuis un moment. Maintenant, il m'arrive, pour rebondir sur ce que je disais au départ, est-ce qu'on a bien identifié le besoin? Est-ce que c'était un prétexte? C'est-à-dire, est-ce que les patients qui étaient là avaient la compétence qu'il fallait? Est-ce que les patients qui étaient là avaient le mandat et la mission et la responsabilisation qu'il fallait? Je pense qu'on peut encore en discuter. Je regardais en particulier ce qui est prévu pour les CEPS. Les intentions commencent par la démocratie sanitaire. Alors, je trouve que c'est assez vague quand même de parler de démocratie sanitaire. Alors après ça, il y a 2 éléments qui sont importants, qui sont utiles. C'est quand même d'accélérer l'accès à l'innovation. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Et puis le 3e sujet, c'est d'avoir une régulation proportionnée. Donc on verra ce qu'il en sort. Hein. Néanmoins, je pense qu'effectivement, je plaisante, mais le fait que, en particulier, le CEPS puisse intégrer des patients est une bonne chose. Il faut savoir avec quelle mission et quels moyens. En tout cas, il y a un poste de président au CEPS qui est ouvert. On peut souhaiter, par exemple, que ce soit pour un patient. Ouais. Vas-y. No comment. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette table ronde. Au revoir.